C'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prud'homont et cette semaine je rencontre David Botin. David est en Asie depuis plus de 14 ans maintenant. Il est spécialisé dans la distribution agroalimentaire et a eu différents postes, côté distributeur, se rapprocher des chefs, mais aussi côté produit, beaucoup plus récemment, en étant basé en Chine, mais en opérant sur l'ensemble de l'Asie. Avec David, on discute de beaucoup de choses, alors bien sûr de son parcours, de sa spécialité dans l'agroalimentaire, de son passage en Thaïlande, et bien sûr plus récemment ces dernières années en Chine, où il a développé différents réseaux de distribution pour une grande marque de produits agroalimentaires qui s'appelle Dharégal. On parle bien sûr de la restauration, des tendances, de tout ce qui peut se passer aujourd'hui en Chine et sur le reste de l'Asie, et bien sûr des habitudes de consommation. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, à nous suivre aussi sur SoundCloud et bien sûr à en parler autour de vous. C'est la seule manière pour moi de développer l'audience de ce podcast et de pouvoir interviewer des gens encore plus intéressants dans l'avenir. Je vous laisse en compagnie de David et on se retrouve à la fin. Ok. Eh bien, bonjour David, Bonjour, bienvenue Grégory. sur Backstage Podcast. Donc aujourd'hui, on rencontre David Botin qui est une personne avec qui je collabore sur un groupe F&B francophone à Shanghai. Et on va rentrer dans le détail. Alors là, on a affaire à un expert de l'agroalimentaire en Asie. C'est gentil, Grégory. Non, c'est mérité. Ça fait maintenant 14 ans que tu es en Asie. Alors c'est vrai que sur Backstage, on a déjà interviewé par exemple Hugo qui était plus du côté restauration et puis on a d'autres comme ça qui vont arriver. Mais là, on est vraiment du côté produit et de la distribution du produit, des produits plutôt basés en food service. Et ça va nous donner aussi une perspective à travers cette conversation qui est très différente de ce qu'on a l'habitude d'écouter, qui est un petit peu comment on arrive à avoir accès à tous ces produits aujourd'hui dans les magasins, dans les restaurants, et c'est grâce à ton travail, entre autres, Ouais, avec les produits que tu as fait. Donc comme je disais, ça fait 14 ans maintenant que tu es en Asie. Tu as commencé par la Thaïlande, tu étais basé à Bangkok, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, Bangkok, c'est 20% je crois de la population. C'est vraiment une grosse partie du business food service en Thaïlande. Ouais. Donc en fait, j'ai eu la chance lors de mon passage dans mon école de commerce pendant la 3e année d'avoir un échange universitaire. Donc, D'accord. c'était l'Asie qui m'avait vraiment qui m'intéressait. Donc je suis parti en Thaïlande. Et tu avais une spécialité, une majeure spéciale dans cette C'était école? commerce international. D'accord, ah ouais, ok. Voilà. Pas du tout agroalimentaire à la base. Non, alors c'est une bonne question parce que en fait cette école de commerce dans le Pas-de-Calais d'où je suis issu, Saint-Omer, une petite école de commerce, mais justement pendant le cursus il y avait tout au long des 5 années des échanges et beaucoup de stages. Donc Okay. Première année j'avais travaillé en tant que saisonnier pour Coca-Cola. Donc je venais d'avoir 19 ans. Deuxième année en import-export Bonduel, donc pendant 1 mois à Villeneuve-d'Ascq. Et la 3e année dont à l'étranger, en échange et une partie stage, qui était dans l'import-export de fruits et légumes. Et donc là à Bangkok. Voilà, à Bangkok. Okay. Donc j'ai fait 6 mois d'universitaire à l'Assumption University et ensuite sur l'équipe des 6 étudiants qui étaient partis à Bangkok de mon école de commerce, j'ai été le seul à trouver un stage. C'était pas une chose facile à faire et ça s'est super bien passé et en fait ils m'ont gardé en CDD après ces 6 mois de stage. Donc j'ai décidé avec mon école de faire une année de césure. Voilà, après cette année de travail dans l'import-export de fruits et légumes, j'ai décidé quand même de rentrer en France pour finir mes études, mais j'avais toujours dans la tête cette envie de repartir en Asie. À la fin de mes 5 années d'études, donc en fait j'ai retrouvé par le biais du petit journal un poste dans la boulangerie industrielle surgelée. Donc en fait j'ai quitté la France, je suis retourné sur Bangkok. D'accord. Et j'ai travaillé pour cette société qui s'appelle Follies qui était en fait le seul et premier producteur de viennoiserie, boulangerie, pâtisserie surgelée à destination principalement du food service, de la restauration, hôtel 5 étoiles, restaurant et un petit peu retail. D'accord. Donc voilà. Et la Thaïlande, alors c'était donc par opportunité par rapport aux échanges, mais après tu as quand même fait t'as fait le choix de repartir pour la Thaïlande parce que tu connaissais le marché, tu commençais à avoir tes bases ou parce que peut-être tu parlais thaï Alors c'est vrai que sur place, je dirais, j'ai été un petit peu forcé de m'intégrer et l'intégration a été assez rapide.
En fait, quand on y va en tant que touriste, on a l'impression que tout le monde parle anglais. C'est pas vraiment le cas, Ouais. à part dans les hôtels. Donc les stages, etc. C'est vrai que j'ai été immergé directement. La culture m'a intéressé. En termes d'opportunités, c'est un peu la raison pour laquelle je suis arrivé en Chine. C'est un marché qui est assez compétitif et pas forcément évident. Même si maintenant, je pense, dans toute l'Asie du Sud-Est, le développement du marché interne devient aussi, il y a une croissance très forte dans le Vietnam. Mais à cette époque-là, la Thaïlande manquait un petit peu d'opportunités. Mais malgré tout, j'y suis retourné parce que justement, je connaissais un petit peu le marché. J'arrivais à défendre un petit peu mon expérience pour trouver un emploi. Et j'y allais clairement pas pour le salaire, mais pour l'expérience, quoi. Okay. Avoir un poste de responsable marketing. Donc là, marketing et vente, où je devais m'occuper des key accounts. Donc pouvoir aller voir le chef de l'Intercontinental, du Plaza Athénée de Bangkok, et développer vraiment l'aéroport de Suvarnabhumi, d'aller dans les cuisines, c'était des choses qui étaient super intéressantes. Donc au début c'était que boulangerie et ensuite je suis passé du côté distributeur par AEP, qui était un distributeur d'ingrédients de boulangerie. Donc il faisait toutes les marques de purée de fruits, de chocolat, de farine, etc. et d'Aregal. Okay. C'est important parce que c'est la suite 2 ans après. Donc là, j'étais beaucoup plus du côté des marques. Okay. Et en fait, après quelques années d'expérience dans la distribution, je me suis dit, en fait, du côté des marques, c'est aussi plus intéressant de pouvoir développer plus en profondeur des produits et des marques, pas que sur le marché thaïlandais, mais aussi sur le reste de l'Asie. Et alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, je te connais bien maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît à Shanghai. Tu es un passionné aujourd'hui du F&B en général, de l'agro en général, tu connais très bien les chefs. Et en fait, on le voit que quelque chose que je savais pas en fait sur ton parcours, c'est que c'est arrivé un peu par opportunité, l'agroalimentaire. C'est dû à tes stages, t'as capitalisé à fond là-dessus. Est-ce que ta famille, t'avais déjà, je sais pas, t'avais un père qui était chef ou En fait, non, pas du tout. Alors, intérêt perso, je cuisine pas non plus, mais je pense que comme tout le monde, on adore goûter et manger, quoi. C'est un business qui marche toujours, je dirais, même dans les temps de crise, tout le monde a besoin de manger et tout le monde aime sortir et dîner, etc. Je pense que c'est une des raisons, une des choses sur laquelle j'ai vraiment appuyé, c'est cette persévérance. Même alors aujourd'hui où en fait je suis en train de redéfinir un petit peu ma direction professionnelle, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais j'ai envie de garder cette expérience, de l'approfondir par passion, mais aussi par intérêt. Je pense que c'est important de rester dans cette direction. Donc c'est vrai que j'ai eu 2-3 stages dans l'agroalimentaire, je me suis dit ça me plaît. Et puis c'est un marché hyper porteur en Asie, clairement, l'agro en général. Donc en plus en Chine, là où je pense il y a quelques domaines d'activité, l'aéronautique, etc. Mais surtout dans le domaine de l'agroalimentaire. Alors c'est pas les mêmes salaires, c'est pas les mêmes opportunités, mais ça devient une passion et un intérêt. Justement, tu parlais de la Chine à l'instant. Comment t'es passé ensuite de la Thaïlande à la Chine? Quelqu'un est venu te chercher et t'a dit. Donc, c'est par rapport à un emploi. Donc, quand j'étais distributeur chez AEP, on avait une multitude de marques. Lorsque j'ai eu la volonté de changer d'entreprise, j'ai contacté toutes ces marques-là en leur proposant mes services, en leur disant écoutez, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous représenter en Thaïlande ou sur l'Asie pour suivre les distributeurs, je serais intéressé pour le faire. J'ai eu quelques réponses, dont celle de d'Aregal. D'accord. Donc cette persistance, une fois de plus, d'Aregal m'a dit à cette époque-là, on ne cherche personne sur la zone Asie, mais dans 2 ans, probablement, on aura besoin de quelqu'un sur la zone. Et alors justement, d'Aregal, tu peux expliquer un petit peu ce qu'ils font pour ceux qui connaissent pas? D'Aregal est le leader mondial des herbes aromatiques, des épices et aussi de tout ce qui est condiments, sauces, etc. Donc on est vraiment leader dans les herbes, on est agriculteur, on va faire pousser, développer nos propres graines, faire pousser, récolter et transformer ces produits-là. À destination, donc on est le plus connu dans le retail, dans les supermarchés, chez Carrefour, Auchan, Picard, à marque propre, Picard, on fait leur MDD. On est très connu pour ce secteur-là, mais ça représente que 20% de notre activité. Le cœur de notre industrie, c'est l'industrie agroalimentaire. D'accord. Donc on va vendre à tous les producteurs de sauces, producteurs de plats cuisinés. On peut même aller être incorporé dans les glaces. En fait, finalement, l'application des herbes aromatiques est divers et variée. Application sucrée, application salée, surgelée, même dans les nouilles instantanées. Enfin, on est un peu partout, quoi.
Et donc toi, ton travail pour cette société-là ici en Chine, c'était plus de... Alors, comme tu dis, aujourd'hui, tu travailles beaucoup avec des sociétés qui vont fabriquer des sauces ou d'autres produits. Donc toi, ta relation était surtout avec ces gens-là ou finalement avec des chefs qui allaient l'utiliser dans leur développement dans des restaurants Donc on a deux activités, enfin on a trois activités, food service, retail et industrie. Ok. Donc la principale c'est l'industrie, sauf que je dirais par rapport à mon expérience, un petit peu mon background, c'est vrai que le food service a pris une partie importante de développement. Qui est d'autant plus intéressant, c'est que les méthodes de consommation en Chine, finalement, ils consomment très peu d'herbes. L'innovation en Chine dans l'agroalimentaire passe par le food service. C'est toi-même qui l'avais énoncé lors de nos discussions. La première pizza et le premier restaurant occidental à Shanghai, c'était Pizza Hut. Donc en fait, je dirais l'éducation sur la cuisine occidentale est faite par toutes ces chaînes de restaurants-là, et non pas par le retail. Même s'il peut y avoir des produits innovants en supermarché, d'accord. Les goûts occidentaux, la boulangerie, etc. passent par le food service et les chaînes de resto. T'as raison. C'est vrai qu'en fait, ils vont aller essayer de découvrir des choses nouvelles via les restaurants qui rentrent, qui vont leur faire découvrir. Alors, on parlait des pizzas, mais c'est aujourd'hui, tu vois, toutes ces cuisines étrangères qui vont leur faire goûter des nouvelles saveurs. Mais en Chine, chez eux, déjà, c'est pareil. Les Chinois, en cuisinant, ils vont finalement cuisiner des choses qui sont plus proches de ce qu'ils connaissent, avec les plats avec lesquels ils ont grandi, qui sont plutôt typiques chinois, et qui utilisent moins ce genre d'arômes, en fait, ou d'aromates. Donc nous, en fait, même si l'industrie était notre client principal, le client final de ces industriels-là était le food service. Et il fallait, même si on allait aujourd'hui en food service, je vais livrer directement des chaînes de restaurants de moyenne taille, des Pizza Express, Element Fresh, Vegas, etc. L'industrie, eux, vont plus livrer du McDo, du Yum Group avec les Pizza Hut, Papa John's, etc. Donc, mais ils sont tous les deux nécessaires et en corrélation pour pouvoir développer le marché d'une façon, je dirais, d'un coup, quoi. Donc on fait du travail en industrie, en développement de nouvelles recettes, en s'appuyant souvent sur des petites chaînes, des restaurants locaux pour développer des goûts, des arômes, etc. Alors comme ça, on a l'impression que, alors forcément, Darigal c'est une grosse société, mais on a l'impression que il y a une grosse société en Asie, en Chine, que tu avais une armée de 350 personnes pour travailler avec toi, ce qui n'était pas du tout le cas. Hein. T'es arrivé, t'as monté les opérations en Chine, hein, il me semble. C'est toi qui as travaillé la relation avec tous les partenaires, les distributeurs, les importateurs, et on va en reparler. Ça a toujours été une problématique, et je crois que c'est une des grosses problématiques du domaine, enfin de l'industrie agroalimentaire, c'est quand même beaucoup les importations et la distribution, ici pour la Chine en général. Et donc c'est vrai que c'est beaucoup de relations, de travailler, d'éduquer finalement les gens aussi à utiliser ce genre de produit, parce que comme tu dis, c'est pas forcément naturel dans leur culture. Quelle a été la plus grosse difficulté, parce que c'est ça, hein, tu as démarré de zéro pour cette société-là en Chine. Quels a été les plus gros freins selon toi dans le développement, parce que le marché est grandissant, d'accord, donc des chaînes qui arrivent en Chine, il y en a, je pense, tous les mois maintenant. Donc, il y a une demande de ce genre de produit de plus en plus. Mais finalement, quels ont été les plus gros freins selon toi? Alors, pour répondre à ta première question, en effet, je suis arrivé ici seul, sans parler le chinois. Je venais de Thaïlande et Darigal m'avait offert l'opportunité de venir. 2 ans après les avoir contactés la première fois. Donc la première étape a été vraiment de s'immerger en Chine comme ce que j'avais fait en Thaïlande. Du coup, c'était il y a combien de temps à peu près? Donc c'est 7 ans. 7 ans ça fait 7 ans en Chine et 7 ans pour Darigal. Donc en plus, j'arrivais peut-être avec l'idée que, ayant travaillé en Thaïlande, qui était aussi un pays dans lequel il fallait complètement adapter sa façon de travailler, etc., qui avait demandé beaucoup de remise en question, je me suis dit j'arriverai en Chine. Facile. Et en fait, chaque pays est différent, tant au niveau de la culture, au niveau des importations, etc. On en reparlera peut-être plus profondément après, quoi. Mais je dirais l'Asie dans sa globalité, exactement comme l'Europe, et peut-être même plus. Chaque pays d'Europe et chaque pays d'Asie est totalement différent. Sauf pour différence, c'est que l'Europe, je dirais, a quand même une culture, une histoire commune, et même voilà, au niveau de l'occidentalisation, on est plus ou moins sur les mêmes bases. Et il y a un marché commun, un marché européen, donc pour importer, je pense que c'est beaucoup plus facile. Même c'est plus difficile à l'entrée, peut-être plus difficile, mais au moins c'est commun à tous les pays d'Europe. Sur la Chine et le reste de l'Asie, c'est totalement différent.
Donc sur la Chine en particulier, la problématique, je pense, était au niveau, les herbes aromatiques n'étaient pas du tout dans leur culture de consommation. Il fallait déjà trouver des traductions. C'est-à-dire que même les herbes, la traduction de l'herbe, Xiangsao, ça veut aussi dire vanille. Okay. Donc herbe ou vanille. Donc déjà, se faire comprendre était une problématique. Expliquer les herbes d'où elles venaient, à quoi elles servaient finalement pour nous. Même moi, quand je suis arrivé, c'est un petit peu cette expérience food service. En fait, en tant que Français, on a beaucoup de connaissances. On comprend les choses. Enfin, on les connaît, mais est-ce qu'on les comprend vraiment? Le vin, la viande, quelle coupe de viande, quel type d'herbe. Ouais. Moi, je suis arrivé dans cette activité, qui est une activité de niche, mais en ne sachant pas forcément reconnaître un romarin, d'un thym, d'un origan. Même si au niveau du goût, on connaissait, on comprenait, le mélange provençal, ça comprenait tel type et tel type d'herbe. Sauf que là, il va falloir expliquer tout ça aux Chinois. Leur expliquer que la nette est bien avec le poisson. Voilà, ou même comme le même travail qu'il peut avoir sur le vin. Et recréer toute cette, je dirais, pas cette synergie, mais cette histoire, toutes ces associations. En fait, on a passé beaucoup de temps à expliquer, tel type de produit, tel type d'herbe se marie bien avec tel type d'ingrédients. Il fallait essayer d'arriver avec des histoires. La Chine, en fait, au niveau du goût, je pense, c'est dans le food service. Évidemment, il y a un lien au goût qui est très important, mais il y a surtout l'histoire et le concept derrière qui va faire vendre le produit. Et à un moment, je pense que dans le vin et dans pas mal d'activités, c'est la même chose. Finalement, le packaging, la boîte et l'histoire que l'on met derrière chaque produit ou une association est même plus importante des fois que le produit. Donc quand on arrivait chez les industriels qui vendaient derrière Pizza Hut, etc., ou Burger King, McCormick, l'idée c'était d'arriver avec un ingrédient, une recette et une petite histoire, avec le nom chinois et limite la pub totalement jusqu'au bout, aller jusqu'au bout avec la publicité et le concept final. Et du coup, ça passait beaucoup par des testings en fait, parce que toi tu dis la nette va très bien avec le poisson, mais il fallait leur faire goûter, il fallait qu'ils comprennent ça. Alors c'était un des freins, c'est-à-dire que nous, il y avait une limite où je pouvais aller, moi et mon assistante, on a eu un moment un chef qui était consultant culinaire, mais on n'a pas réussi à mettre en place vraiment ces testings, parce que ça demande beaucoup de budget et un chef qui puisse faire cette recette. En effet, on doit arriver avec le burger, on ne peut pas arriver juste avec l'herbe ou la sauce, on est obligé d'arriver avec le produit final. Donc on s'est appuyé de pas mal d'aides, de consultants, c'est aussi une chose qui est super à Shanghai, c'est que à travers le groupe FNB francophone que tu as monté et les déjeuners qu'on fait ensemble, qu'on organise, il y a quand même une communauté française du FNB qui s'aide et qui finalement s'élève tous ensemble. On arrive à promouvoir les produits, le marché est assez grand pour que tout le monde puisse se développer. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la Chine, là, à l'instant, mais toi, tu avais un rôle un peu régional. On travaille toujours beaucoup avec les Philippines, je sais que c'est un marché qui est important pour vous, et puis d'autres marchés Asie du Sud-Est. Quelles sont, selon toi, les grosses caractéristiques ou les grosses différences que tu pourrais rencontrer d'un marché à l'autre? Tu as une vraie connaissance de la Thaïlande. Pour toi, finalement, au niveau des habitudes de consommation, qu'est-ce qui t'a marqué finalement après quelques années en Chine? Alors, on est arrivé en effet en se disant la Chine est un marché de 1,4 milliard, 1,5 milliard, 500 millions d'habitants. Donc finalement, si on arrive à toucher 1%, waouh, banco quoi. Sauf que ça, c'est l'erreur classique de tout le monde en disant il y a un marché énorme, donc il suffit d'avoir une petite partie. Non, parce que finalement, ce n'est pas dans les habitudes de consommation des gens. Donc il faut créer un besoin. Nous, on est arrivé en essayant de créer un besoin. C'est quand même du boulot. Soit on arrive à surfer sur une vague, c'est-à-dire qu'il faut être présent avant que la vague arrive et pas la louper, parce que les habitudes de consommation changent et vont très très vite. Donc la Chine, je pense que c'est un marché qui est très 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 difficile à entrer. Une fois qu'on y arrive, et si on arrive à mettre le budget, souvent c'est ça aussi le problème, c'est d'arriver peut-être sans vision, en espérant mettre quelqu'un, en espérant qu'on y arrive. Pour la Chine, je pense que c'est un marché qui est très très spécifique. Sur le reste des pays pour lesquels tu mentionnais, les Philippines, et là c'est une des catégories et c'est une des raisons pour lesquelles en fait on a réussi à comprendre un petit peu mieux quel pays était successful pour notre secteur d'activité, c'est l'occidentalisation entre guillemets ou aussi la richesse culinaire du pays. C'est-à-dire que quand vous allez en Thaïlande par exemple, Thaïlande c'est un pays
il y a une diversité, une richesse culinaire qui est super importante. La Chine, c'est pareil. Après, c'est différentes cuisines, mais avec une richesse régionale qui est très très forte. Donc dans ces pays-là, il est difficile de pouvoir arriver avec des goûts occidentaux. C'est-à-dire que les gens vont être très proches de leur cuisine. Les Philippines, par rapport à des raisons historiques et d'autres raisons économiques, ont été, je dirais, immergés dans plein de cultures, dont l'espagnol et dont l'américain, les japonais, même certains. Et en fait, il y a des chaînes de restaurants de partout. Vous allez en supermarché et c'est rempli de sauces pour des pâtes, quoi. Donc, c'est des marchés qui sont beaucoup plus faciles parce que le travail a déjà été fait. Et nous, on arrive avec un produit qui correspond à une demande. Déjà au test. Et oui, parce qu'en fait, ils avaient déjà l'habitude des goûts occidentaux qui utilisent déjà des herbes. Donc, techniquement, en fait, de placer les herbes ou via des produits finis comme les sauces ou autres, finalement, c'était beaucoup plus simple sur les Philippines que d'autres marchés en Asie. Après, il y a aussi la problématique d'import. Donc, chaque pays a ses règles. Donc en termes de pesticides, où Taïwan, le Japon et même l'Australie peuvent être très exigeants, avec eux-mêmes, je dirais, un process qui est similaire, mais des molécules et des pesticides différents, des taxes à l'import qui sont différentes. Bien sûr. Je vois le vin, par exemple, en Thaïlande, je crois que c'est plus 400% de taxes. Donc avec une taxe telle, évidemment, les vins du Nouveau Monde, les Chiliens, etc., ont plus de chances que du vin français par rapport à la Chine, où c'est un peu différent, même s'il y a aussi des différences de taxes. Voilà, donc la Chine est pour moi un des pays où il y a le plus de complexité à l'import, avec l'Indonésie et aussi Taïwan. Donc par exemple, par rapport à nos produits, on ne pouvait pas importer tout ce qui était produit déshydraté. Donc on n'avait que les produits surgelés et voilà, donc ça fait par règle, c'est quoi? C'est au niveau de la FDA par exemple, enfin de Food and Drug Administration ou le FDA ne fait qu'appliquer les règles du CIQ qui est basé à Pékin, voilà, et je dirais que sur chaque produit il y a des règles qui sont voilà. La Chine s'ouvre au fur et à mesure. Je pense que c'est clairement ce que la Chine a envie de mettre en avant avec World Trade Organization, WTO. Après, même l'importation est une problématique, mais la distribution, c'est une deuxième problématique. Même si les portes à l'import s'ouvrent de plus en plus, à la fin, la distribution, tant les licences de distribution, certains produits sont toujours tenus par le gouvernement et des monopoles d'État. Donc ils ouvrent des portes, par exemple le sucre ne peut pas être importé. Il y a d'autres produits qui commencent à pouvoir être autorisés à l'import, mais qui ne peuvent pas être distribués par des sociétés étrangères, sont obligés d'être distribués par des sociétés qui sont des anciens groupes d'État qui ont toujours la licence de distribution. Et il y a aussi les distributeurs. C'est-à-dire que les distributeurs, il y a de plus en plus de distributeurs ici en Chine. Voilà, on les connaît tous sans les nommer. Mais le marché, et ça c'est un deuxième indicateur qui est important, c'est que le marché est loin d'être mature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les distributeurs vont distribuer des produits laitiers, de la viande, du chocolat, des produits de commodité. Parce qu'en fait, ils vont distribuer ce qu'ils savent va se vendre derrière. Voilà. En fait. Donc, du coup, ils vont pas prendre de risques, malheureusement. Mais en food service, dans tous les autres pays, le marché de la distribution est mature et justement, il y a de la place pour les plus petites marques et les produits plus de niche parce que justement, il y a un besoin de ces distributeurs d'étendre leur catégorie de produits avec des produits plus de services, des produits plus niches justement pour récupérer des parts de marché et faire grossir leur business. Alors qu'en Chine, c'était un des derniers marchés où j'avais un distributeur food service, malgré être positionné localement. En industrie, on a trouvé assez rapidement, mais en food service, on était positionné dans les 12 pays. J'avais trouvé des distributeurs dans les 12 pays que j'étais en charge, mais sur la Chine, ça met beaucoup plus de temps, pas parce qu'il fallait les identifier, mais parce qu'il fallait les convaincre. Et ensuite, les accompagner. Gérer n'importe quel pays, la distribution de n'importe quel pays en Asie, à distance, en étant quand même plus ou moins sur place, c'est faisable. La Chine, il faut vraiment être sur place parce que aussi il y a des problématiques pour garder la main et contrôler un petit peu la marque, qu'est-ce que les distributeurs font. Mais la Chine a besoin d'avoir un ambassadeur ou quelqu'un sur place. D'être beaucoup plus proche pour travailler les relations, etc. Alors justement, toi, tu as une bonne vision marché global, Asie, et ça fait maintenant très longtemps que tu es ici. Qui, selon toi, a fait les choses correctement? Est-ce que tu as une société où tu dis, alors eux, vraiment, depuis, ils ont bien fait les choses, quoi. Ils ont réussi à bien se positionner? Dans l'agroalimentaire. Non, mais il y en a plein. Quand on voit, si on parle de Starbucks par exemple,
Bon, indirectement, c'est pas vraiment un distributeur d'ingrédients, mais c'est quelqu'un qui a réussi. Alors, je pense que dans le food service, c'est un des seuls qui est arrivé déjà en ouvrant des magasins propres, en créant, je crois, une JV avec Uniprésident à l'époque pour les aider à développer leur marché, et qui ont réussi à racheter les parts de Uniprésident pour dire ok, maintenant on a réussi à faire ce qu'on voulait et on reprend le contrôle de notre marque, de nos produits, de notre distribution pour pouvoir faire ce qu'on veut. Tout à fait. Avec le roastery qui est ouvert, où ils commencent à intégrer des produits de boulangerie en propre. Incroyable. Voilà quoi. Quand les Américains arrivent, ils y arrivent avec une vision, avec un budget, ils arrivent à mettre en application cette vision et cette stratégie. Je pense que puis ils continuent à ouvrir un Starbucks toutes les 18 heures, je crois, d'après ce que je sais. Et mais la stratégie aussi de Starbucks était aussi de ne jamais fermer. Donc jusqu'à les grandes crises, en fait, un magasin qui ouvre ne ferme pas. C'est la règle. Après, ils ont été un peu obligés de revoir ça, mais c'est vrai que du coup, c'est un peu aussi la stratégie chinoise globalement. C'est que d'abord, on va inonder le marché, on prend tout le truc. Tous les gens vont perdre patience ou perdre leur budget. Une fois qu'ils ont abandonné, nous, on contrôle un peu mieux le marché. Et c'est vrai que Starbucks a peut-être fait plus ce genre de choses. Parce qu'on en a vu des chaînes de cafés arrivées, étrangères, ou même locales. Les Taïwanais, on avait 85 degrés, par exemple, qui ont plus ou moins ralenti leur développement aussi. Mais je pense que il y a un petit peu d'adaptabilité du marché. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont réussi à arriver sur le marché chinois en se disant il faut adapter un petit peu nos produits. Les raisons de notre succès aux États-Unis sont peut-être ou en France sont pas les raisons pour lesquelles on va réussir en Chine. Donc je pense qu'ils ont fait des magasins un peu plus grands parce que les Chinois voulaient aussi se poser. Je pense qu'en termes de goût, ils ont su adapter avec du thé, ou d'autres, même les produits, les mooncakes qu'ils font pendant la saison du festival, quoi. Donc je pense qu'il y a cette adaptabilité et cette vision vraiment sur le long terme, quoi, qu'on a du mal peut-être des fois à mettre en place. Est-ce que vous avez essayé avec les herbes de vous adapter au goût chinois, finalement, de travailler des herbes chinoises, ou finalement c'était pas la stratégie? Alors nous on importe des produits type gingembre, ail, etc. de Chine pour le marché européen. C'est-à-dire les goûts asiatiques se développent aussi en France. Bien sûr, donc les goûts thaï, les goûts chinois, etc. Donc là on fait ce chemin-là. Le chemin inverse, en fait, par exemple, il y a le basilic. Le basilic, c'est un produit qui est très intéressant parce que il existe dans beaucoup de cultures culinaires. Donc chez les Thaïs, ils vont avoir le basilic thaï. Chez les Indonésiens, ils vont avoir le kemangi, qui est le basilic citronné, et aussi le basilic thaï. Les Vietnamiens ont aussi le même type de basilic thaï pour tout ce qui est feu, etc. Il y a le basilic genovese, qui est italien. Donc nous, on avait développé toute cette gamme-là. Après, l'industrie est beaucoup plus dans l'utilisation de produits frais encore aujourd'hui, même si en France, pour des questions sanitaires, de régularité et de saisonnalité, les gens vont plus se diriger vers le surgelé. Mais on a essayé d'adapter finalement nos herbes, même l'application et le goût. Mais à la fin, je pense que un petit peu ce qu'on a au fur et à mesure des années, ce qu'on a rencontré, ce qu'on a vu, l'opportunité était dans un autre secteur d'activité. D'accord. C'est-à-dire que nous, les plats cuisinés surgelés, en Chine, c'est quasiment inexistant. Les gens se font livrer chez eux, il y a du waimai, les restaurants sont ouverts jusqu'à tard le soir, etc. Donc l'application en produits surgelés, pour nous, le marché était vraiment ridicule. Dans tout ce qui était sauce, pareil, alors il y a pas mal de sauces, mais beaucoup de sauces importées. Finalement, très peu de production locale, à part à destination du food service où là on était déjà présent. Les vrais axes de développement que je vois en Chine pour nos produits étaient plus dans la boisson, ou dans la boulangerie. Et c'était pas des secteurs d'activité dans lesquels on était vraiment fort ou développé en Asie, en France. Donc refaire des développements de nouveaux produits, parce que finalement on vendait des herbes, mais on vendait des solutions aromatiques qui pouvaient être sous différentes formes, liquides, sèches, etc. Il fallait refaire toutes ces recherches de R&D et ça redemandait de l'investissement et du temps. Et je pense que c'est ce qu'on a vu au fur et à mesure de cette dernière année. Et globalement, dans les domaines que tu vois se développer ou avec des grandes tendances, tu es assez proche du marché pour voir à peu près ce qui est en train de se développer. Tu le vois aussi grâce à tes chiffres, c'est-à-dire que tu vois quel domaine va se développer davantage, quelle chaîne va réussir un peu mieux.
Aujourd'hui, selon toi, quelle est la grosse tendance en Chine par rapport aux consommateurs locaux? Qu'est-ce que tu vois qui est en train de se développer de manière un peu plus drastique? Il y a comme je t'ai dit, il y a 3 secteurs d'activité. La boisson, le beverage, donc quelque chose de plus healthy, tous les jus. Alors, ils sont encore au niveau non-from concentrate, NFC, mais il y a des nouvelles technologies comme la HPP, de jus non pasteurisé, enfin pasteurisé par haute pression, non pas par la chaleur, à base d'herbe. Donc il y a des projets intéressants dans ce domaine d'activité-là. Tout ce qui est produits laitiers, les yaourts, c'est quand même des secteurs qui sont très innovants. Le yaourt ou le fromage frais, donc là c'est les fromages un petit peu tartare boursin pour pas les nommer, des produits similaires qui arrivent en Chine, du fromage tartinade, même sur les yaourts, etc. Et ça, il y a une vraie tendance du côté consommateur, c'est quelque chose qui... Là en fait on se rend compte peut-être tant au niveau du chiffre qu'au niveau du demande de développement. C'est-à-dire quand les gens viennent nous voir pour nous demander, on a envie de faire du développement dans ce secteur d'activité-là, à base d'herbe, alors que c'est pas forcément des choses que l'on fait en France, ça veut dire qu'il y a une envie, il y a un besoin de développement. Et un avantage qui est en Chine, c'est justement, nous des fois en France, on vend des produits, on ne sait pas dans quelle application ça sera fait. Ici, on nous demande d'aller jusqu'au bout, d'expliquer l'application, de les aider à intégrer le produit, donc on est vraiment dans le processus de développement. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est boulangerie, et poule-pâte évidemment, ou alors même au niveau des herbes, c'est déjà des choses qui peuvent être faites en France, mais je pense que l'approche des fois en Chine est totalement différente et il ne faut pas arriver avec des idées préconçues, quoi. Des fois, les R&D chinois ont des idées. Je pense qu'il faut pouvoir respecter, essayer de les accompagner, pour peut-être les rediriger un petit peu sur quelque chose de plus authentique, mais il y a... C'est vrai que la boulangerie a toujours été très importante en Chine. Ils consomment du pain à tous les niveaux et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que en Chine, on a toutes ces petites boulangeries typiques où en fait ils mélangent avec de la viande séchée ou des saucisses ou du fromage. Et donc tu as moins le goût sucré ou alors un mélange sucré-salé en permanence. Et c'est vrai que du coup les herbes ont beaucoup plus... Enfin, je pense que c'est beaucoup plus facile d'intégrer ce goût-là dans quelque chose qui est déjà associé avec leur culture plutôt que de partir dans quelque chose de complètement nouveau. C'est vrai que tout ce qui est boisson, c'est un marché qui est grandissant quand on voit le nombre de petits shops en fait qui ouvrent avec soit c'est des mélanges à base de thé ou de lait, enfin de produits un peu de lait concentré ou autre. Ils appellent ça fromage. Ils appellent ça fromage? Ils mettent une sorte de mousse type. Ah ouais? Ouais, un peu cream cheese dessus. Ouais. Les high tea. C'est ça. Ou les bubble tea, enfin tous ces trucs. Bien sûr, il y a tous les cafés qui sont en train de se développer un peu partout. Je pense que la Chine n'a jamais eu autant de café. Je ne sais pas s'il y a autant de consommateurs derrière, mais en tout cas, c'est des tendances assez intéressantes. Alors, par rapport à ton parcours, donc on a vu que tu avais fait pas mal de choses. Ça faisait maintenant 7 ans que tu travaillais chez Darigal. Tu l'as mentionné un petit peu, mais c'est vrai que c'est une aventure qui aujourd'hui va évoluer puisque tu es en train de retravailler un petit peu ton parcours. Alors, évidemment, avec toute cette passion, je pense que ce sera de toute façon lié à l'agroalimentaire. Le food service, c'est vraiment le domaine que tu maîtrises très bien aujourd'hui, donc c'est vrai que les sociétés vont pouvoir collaborer avec toi sur ton expertise, sur le développement en Chine, mais aussi sur tout le reste de l'Asie. Alors, l'un des points que tu as nommé tout à l'heure et qui t'aide aussi dans cette réflexion de savoir comment tu vas te positionner par la suite, c'est que tu as beaucoup travaillé ton réseau. Et l'avantage qu'il y a, c'est que dans l'agroalimentaire, dans le F&B en Asie, les gens, même s'ils bougent d'un marché à un autre, d'un pays à un autre, ou même d'un hôtel ou d'un restaurant à un autre, sont finalement des gens qui restent toujours liés. Il y a quand même beaucoup d'activités à Shanghai qui se sont faites autour des réseaux. Donc, tout à l'heure, on parlait du F&B francophone qu'on avait travaillé ensemble et qu'on continue à collaborer beaucoup là-dessus. Comment toi tu vois ce réseau aujourd'hui? Est-ce que c'est un réseau qui est constructif? Ça travaille bien ensemble? Quelle est ta vision en fait de tous ces acteurs du F&B à Shanghai ou ailleurs? C'est une des raisons. Quand je suis arrivé en Chine de la Thaïlande, c'était quand même un gros changement au bout de 7 ans. Fallait se remettre en question, refaire les amis, même s'il y avait quelques personnes que je connaissais de différents salons et de mon expérience en Thaïlande. Ça m'a quand même très rapidement, j'étais surpris et saisi par je dirais la force de cette communauté, la communauté francophone, mais bon, il y a aussi plein d'autres communautés. Aussi peut-être parce qu'il y a un effet de masse qui fait que avec 20 ou 30 000 Français, je ne sais plus exactement combien de Français sont présents sur Shanghai, mais cette communauté-là est vraiment active, elle s'aide vraiment. Comme tu dis, il y a vraiment des questions constructives intéressantes sur le groupe F&B francophone sur WeChat.
à travers les LinkedIn, les posts qui peuvent être postés et les déjeuners qui sont organisés. Beaucoup de networking, beaucoup de nouveaux concepts dans la restauration qui sont montés par des Français dans divers domaines. Aux auditeurs qui sont pas de la Chine, qui travaillent pas en Chine ou qui sont d'autres pays en Asie, je pense que la Chine est un des pays, même s'il y a des petites problématiques, je dirais, de licence, de visa, etc. Il faut vraiment pas avoir peur de ça parce qu'à la fin, c'est un pays, je pense, au niveau de l'opérationnel où tout est possible, quoi. Déjà, si vous avez une idée ou une envie de créer un concept ou même un produit industriel, je pense que déjà la communauté française qui elle-même est dans le business s'entraide beaucoup et se donne des coups de main pour rendre ses rêves et ses projets réalisables. Et il y a aussi une réactivité des entreprises chinoises et même du business chinois qui travaille en Chine. C'est à Shanghai, c'est un plaisir. Tout est super efficace. Dans ce domaine-là de l'agroalimentaire, c'est sûr que déjà d'une, je pense que c'est tellement proche de la culture française. Que clairement les Français ont une très belle place dans l'agroalimentaire aujourd'hui. Les Français sont présents partout dans ce domaine-là. Donc même si il y a tous les autres acteurs, et y compris les Chinois, mais c'est vrai que la communauté française, je serais curieux de voir les pourcentages, mais je pense qu'il y a un gros pourcent qui travaille autour de l'industrie agroalimentaire, ça c'est certain. Et donc pour toi, c'est marquant comparé à d'autres marchés que tu connais bien, à la Thaïlande, où on parlait des Philippines tout à l'heure, la Chine se démarque beaucoup. Je pense que tu as vraiment cet effet de masse. Après, le marché interne, même si les cultures sont différentes, le marché interne est tellement aussi énorme que finalement, il y a beaucoup plus de Français qui sont venus en Chine et à Shanghai pour s'installer. Petit bémol, depuis quelques années, ça évolue un petit peu. Je pense que l'âge d'or, au moins dans la tête des gens, je parle pas des médias en France, parce que quand on est arrivé en Chine il y a quelques années, il y a 7 ans, tout le monde dit vous allez à Shanghai, c'était pas la ville, la destination de rêve. Tout a changé en quelques mois finalement, par rapport aux médias qui véhiculaient peut-être une mauvaise image. Maintenant, je pense que l'image, elle est encore très positive de la Chine. Je suis d'accord, Shanghai, le marché commence à être un peu saturé quand même. Les vraies opportunités aujourd'hui, c'est plus trop à Shanghai, mais ça va être dans plein d'autres villes. On n'est pas obligé d'aller dans les villes 3e tier city, mais on peut aller même à Chengdu ou d'autres grandes villes où la restauration française est sous-évaluée. Il y a des problèmes aussi. Alors, les gens, on n'y vont pas forcément, les Français, mais il y a aussi la distribution qui peut, dans certains cas, poser problème pour avoir tous les ingrédients pour vraiment faire cette cuisine ou avoir un menu digne d'un restaurant français. Je pense qu'en Chine, le marché milieu casual dining, un petit peu milieu de gamme, c'est un marché où il y a en plein développement avec plein d'innovations, plein de nouveaux concepts. Quand on va dans le haut de gamme, très haut de gamme, les restaurants, je pense qu'ils sont même limite plus chers que dans d'autres pays d'Asie. C'est sûr. Parce qu'il y a des problèmes d'importation de produits, d'ingrédients, etc. C'est ça qu'on en parle beaucoup avec d'autres chefs ici, et c'est des conversations qu'on a déjà eues ensemble aussi, c'est que c'est bien, on a les Michelin qui sont là maintenant, on a tous ces grands chefs qui viennent ouvrir des choses. Je crois que le dernier en date, c'est la Meuloise qui est en train d'arriver aussi à Shanghai. On a tous ces grands groupes et ces grands noms qui sont ici, mais finalement, à chaque fois qu'on en parle avec des chefs qui sont présents ici, ils se disent bon courage, parce que en fait tous les ingrédients qui font leur créativité et qui vont vraiment se démarquer de la scène agroalimentaire en France ou ailleurs, finalement ils auront pas accès à tout ça ici. Je pense qu'un bon chef, il doit pouvoir reproduire des goûts et les classiques un petit peu de la cuisine avec des ingrédients locaux, mais il y a en effet il y a une limite à tout ça. Il y a quand même des très bonnes adresses à Shanghai. Non, c'est clair. Mais c'est vrai d'ailleurs on fait des déjeuners FLB assez souvent chez eux, donc mais c'est vrai que la Chine aussi, est-ce que en termes de raffinement, en termes de goût, est-ce qu'ils sont vraiment prêts à aller jusque là? Je pense que ça mettra du temps aussi dans l'éducation et dans les goûts à vraiment comprendre tous ces produits-là, même si ça arrive, c'est comme dans le vin, etc. Mais je suis convaincu, et en Chine, qu'il y a des opportunités dans le casual dining. Il y en a plein de Français qui réussissent avec des mini-franchises, 4, 5, 6 restaurants.
Et en Chine, le mass market, je pense que la middle class, c'est vraiment après il y a aussi tous les produits de luxe et le haut de gamme, mais la gastronomie haut de gamme, mais de toute façon, on est sur une tendance qui est claire. La gamme moyenne, on va dire la middle class grandit. Enfin, c'est une classe qui devient de plus en plus importante en Chine. Ces gens-là ont de plus en plus les moyens de pouvoir s'acheter des produits de qualité. L'histoire de tous ces problèmes d'hygiène sanitaire ou autres sur des produits qu'il y a pu y avoir en Chine ces dernières années, c'est tellement pesant que les gens vont vouloir consommer des produits avec bien meilleure traçabilité, une plus belle origine, une plus belle histoire, et donc finalement ils sont prêts à dépenser un peu plus pour des produits de meilleure qualité. Même beaucoup plus des fois. Beaucoup plus, c'est sûr. Des fois 2-3 fois le prix de la France. Ah ouais. Sur les produits comme le lait pour. Ah oui, bah voilà. Mais après, les problèmes d'importation, de chaîne du froid, je pense que il y a un marché pour l'import, mais aussi un marché pour la production locale de qualité, et je pense qu'il y a pas mal de Français dans pas mal d'activités qui le font maintenant. Donc finalement, en fait, moi, ce que j'entends de ta conversation, c'est qu'il y a aussi un gros marché pour tous ceux qui sont sociétés de services dans la logistique, la chaîne du froid, dans la problématique d'importation et de distribution, parce que finalement, ce qu'on dirait, en gros, c'est peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des sociétés qui soient capables de prendre un peu plus de risques au niveau des choix de produits à intégrer dans leur portfolio, de manière à pouvoir aussi derrière accompagner des sociétés qui ont envie d'aller vers des concepts innovants et leur dire on va vous éduquer, on va faire venir les bons produits qui sont nouveaux, vous n'avez peut-être pas entendu parler, et de prendre un peu plus de risques pour éduquer le marché. Ça, ce serait l'idéal, quoi. Il faut pour ça être un plus gros groupe. Une fois de plus, les grosses chaînes de restaurants, quand ils arrivent en Chine, les Américains, ils arrivent, il y a la boîte de logistique avec laquelle ils travaillent, les fournisseurs de viande ou de pain qui ont déjà installé des usines là où ils mentionnent on va être là dans quelques années, il faut que vous préparez le terrain pour nous. En France, je pense que et les Allemands le font aussi dans d'autres domaines d'activité, ils arrivent avec toutes leurs PME et les gros groupes arrivent avec tous leurs fournisseurs de services. Je pense qu'en France, d'autres pays de l'Europe, de l'Union européenne, disent les Français ont quand même un sacré réseau, on arrive quand même à s'entraider. Je pense qu'au niveau humain, social en Chine, c'est déjà le cas. Au niveau peut-être entreprise, en effet, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire du côté français en essayant plus de collaboration pour peut-être ensemble pouvoir combiner des budgets, pouvoir avancer. Alors c'est un peu ce que fait Business France et d'autres Sopexa et d'autres organismes qui le font très bien, mais je pense qu'il y a pour le privé et dans plein de domaines d'activité, il y a de gros potentiel justement en utilisant des budgets peut-être même européens ou français ou d'associations de certains de produits comme la viande du porc ou le bordelais ou pour vraiment faire des actions de promotion un peu plus groupées peut-être. Voilà. Sachant que les réseaux sociaux maintenant il y a plein de moyens de communiquer et de communiquer sur plein de réseaux qui sont pas forcément excessivement chers. WeChat c'est une façon je pense superbe de pouvoir communiquer et en plus accès aux jeunes aux gens qui utilisent WeChat. Bien sûr. Justement alors avec toutes ces nouvelles technos, qu'est-ce que tu as trouvé de super innovant ces derniers temps? Est-ce qu'il y a des concepts ou des choses que tu as vues dans l'agroalimentaire où tu dis ça franchement ça change et il y a un truc à faire là? Il y avait un projet de blockchain YB avec JD.com où en fait il y avait des traçabilité de tous les produits, authentification même des produits pharmaceutiques, lait pour bébé ou enfin des produits assez sensibles. Qui est une start-up montée par, je crois, des Russes à Shanghai. Donc, comme quoi, c'est vraiment aussi une place pour les étrangers ici qui veulent monter des business. Tout ce qui est, enfin, je veux dire, il y a plein de chaînes ou de producteurs de Noche sans les citer. Il y a Noche, il y a Saucepan. Je veux dire, derrière, il y a quand même des étrangers derrière, même des grands chefs, certains groupes qui sont là pour livrer du healthy food à tous les professionnels ou les gens chez eux ou au bureau. Enfin, c'est quand même toutes le Waimai, Hema, Taobao. Enfin, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps parce qu'il y a eu des grosses acquisitions et des gros rapprochements de grands groupes au niveau de tout ce qui était livraison à domicile des plats qu'on pourrait commander dans les restaurants, tout ce qui est Waimai ici en Chine. Donc ça, c'est vrai que c'est une tendance assez exceptionnelle parce que
ceux qui ne sont pas en Chine, ils ont besoin de comprendre que ça coûte moins cher de commander sur une de ces plateformes, de commander un plat fait au restaurant qui est vraiment de l'autre côté de la rue du building et de se le faire livrer, que d'y aller en fait. Ça c'est vraiment une grosse tendance, et c'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dans les habitudes de consommation, il y a des chances que les gens cuisinent de moins en moins finalement, parce que c'est tellement facile et peu cher de se faire livrer. En l'espace de 45 minutes. Et n'auront pas forcément l'envie d'avoir un congélateur chez eux et un four et se faire réchauffer un plat cuisiné et surgelé. Mais il y a Rema et Taobao, en fait, qui est le nouveau retail. Donc ils ont fait ça en livraison, un peu Uber Eats, mais ils l'ont fait avant Uber Eats, je pense. Et il y a aussi le nouveau retail, le new retail, donc online, offline, où en fait c'est des supermarchés qui peuvent vendre directement le produit en supermarché. Vous pouvez y aller, le prendre pour le faire cuisiner même dans le supermarché, dans le food court qu'ils ont à côté, ou le commander au magasin et vous le faire livrer chez vous. C'est-à-dire ils peuvent livrer à 3 km je crois de 3 km de distance de chaque magasin, ils peuvent livrer en 30 minutes. C'est-à-dire vous êtes au bureau, le midi vous prenez les photos, vous scannez avec l'application. D'ailleurs vous êtes obligé de payer avec l'application même si vous achetez au magasin. Pas de cash. Et ensuite vous commandez pour vous faire livrer le soir. Génial. Donc tout ça en petites portions, etc. Donc ça c'est Taobao, la vente en ligne, qui je pense fait un retail comme les jeunes d'aujourd'hui on a envie, quelque chose de pratique, quelque chose avec des produits, pareil, c'est pas les produits très importation super haut de gamme, mais on est quand même sur des catégories de produits très bon marché, des produits organiques dans les fermes à côté de Shanghai. Alors c'est vrai que ça c'est australienne, enfin ils ont du bon vin. Alors ça c'est vrai que tout ce qui est biofarm, alors on parlait tout à l'heure de tout ce qui est healthy, clairement il y a un marché grandissant en tout cas sur une ville comme Shanghai. Je ne sais pas si c'est le cas de toutes les villes, mais en tout cas à Shanghai il y a vraiment une grosse tendance. Les biofarms qui sont basés autour de Shanghai aujourd'hui fonctionnent aussi de mieux en mieux, même si ça coûte une fortune à opérer, mais en tout cas il y a une demande qui est là, et je pense que le gouvernement aide aussi beaucoup et supporte ce genre d'action. Et après on a cette partie distribution de livraison qui a complètement explosé depuis que des applications comme WeChat ou Alipay ont développé le paiement en ligne, que c'est devenu aussi facile. En fait, il y a tous ces métiers qui sont développés grâce à ça, pour tout ce qui était livraison. On le voit, on parlait l'autre jour avec quelqu'un suite à cette acquisition de Ele.me très récemment par Alibaba, c'est ça, ou Tencent. De l'autre côté, on a Sherpa qui depuis 10 ans en fait s'est développé et s'est vendu pour quelques millions, et puis on a Ele.me qui a été vendu pour des milliards en fait. C'est assez impressionnant ce qui s'est passé. Et de l'autre côté aussi, moi j'ai entendu parler de concepts avec des gens qui viennent en Chine pour un peu comme on a en France avec les ateliers où tu sors du boulot, tu apprends comment faire des lasagnes, tu les fais sur place, tu les fais cuire, tu les emmènes, tu les manges chez toi. En fait. Et ça aussi, apparemment en Chine, c'est des concepts qui sont en train d'arriver. Il y a pas mal de malls qui font ça, c'est Joy City et même je sais pas, c'est pas le réel ou c'est quoi, c'est t'as City Super et Olé qui ont maintenant au milieu des malls des centres comme ça pour comme tu disais, en fait, tu vas chercher les ingrédients, limite, et puis tu as quelqu'un qui va t'apprendre à les cuisiner sur place, les préparer, puis tu rentres chez toi et tu les manges, ou tu les manges à côté. Donc c'est vrai que ça va être des tendances assez intéressantes. Pour parler de toi et de la suite, je pose toujours un peu la question pour essayer d'imaginer un petit peu ce qui va se passer pour toi. C'est dans 3 ans, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, ou dans 1 an, où est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah écoute, moi je pense que dans 5 ans, dans 6 ans, je me vois encore bien en Chine, à Shanghai. Donc ma petite famille, maintenant ma fille qui a 1 an et ma femme chinoise. Donc bon, j'adore Shanghai de toute façon. Je m'y vois encore là pendant plusieurs années sans aucun souci. Toujours dans l'agroalimentaire. Il y a encore plein de choses à apprendre. Bah voilà. Toujours dans l'agroalimentaire. Il y a plein de projets qui sont intéressants ici en Chine, côté marque tant que côté distributeur. Je pense que je vais quand même continuer avec une marque dans l'agroalimentaire dans quelques années, et peut-être un jour me lancer. Alors, au niveau produit, il y a plein de choses dans le beverage, je pense, qui sont intéressantes de faire. Après, c'est savoir saisir l'opportunité et le bon timing, quoi. Donc en Chine, oui, dans l'agroalimentaire. Après, comme on a vu lors de mon parcours, il y a pas mal de choses qui sont arrivées aussi par
par chance et par le fil de la vie. Donc voilà. Bon, on verra. Alors du coup, peut-être dans un an, on pourra parler de ta nouvelle activité, de ce que tu fais. Ce sera toujours dans l'agroalimentaire et je pense que tu seras toujours autant passionné. Donc continuons comme ça. Si les gens ils veulent rentrer en contact avec toi ou suivre un petit peu, justement, on parlait des groupes FNB où tu parlais beaucoup de LinkedIn. Où est-ce que les gens te retrouvent? Alors sur LinkedIn, c'est vrai qu'il y a tellement de choses, tellement d'articles. Moi maintenant, je dirais les news dans l'agroalimentaire. Bon, il y a un petit peu de blocage en Chine sur Instagram, etc. Mais LinkedIn, il y a plein d'infos. Donc je pose pas mal d'infos marché sur la Chine, etc. par mon profil. Donc David Betin sur LinkedIn, vous allez me trouver sans aucun problème. Après sur le groupe WeChat, c'est un peu plus différent, mais on mettra les coordonnées dans l'article qui va avec le groupe FNB et puis voilà. Super. Merci beaucoup David. J'espère que les gens ont une vision un peu plus claire du monde de la distribution agroalimentaire, du FNB en général, et qu'ils pourront te contacter directement s'ils ont plus de questions et ont besoin de ton expertise. Merci Grégory. À bientôt. À bientôt. C'est drôle, on croit. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous êtes intéressé ou si vous êtes un professionnel du FNB à Shanghai, n'hésitez pas à rechercher FNB francophone sur LinkedIn ou contactez-nous directement via WeChat. Les informations sont dans l'article allant avec cet épisode. Bien sûr, dites-moi ce que vous pensez de Backstage, dites-moi tout ça sur les commentaires, que ce soit sur iTunes, sur SoundCloud ou toutes les autres solutions aujourd'hui pour écouter des podcasts. Vous avez toutes les informations également dans l'article. Ça va me permettre de pouvoir approcher encore plus de gens et de faire découvrir ces podcasts à d'autres personnes qui pourraient être intéressées, par exemple, pour développer des produits ou des projets agroalimentaires ici en Chine. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.